BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel. Bonjour à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. On est ravis de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité tech de ces derniers jours. Alors sur toutes les plateformes, on est vraiment à consommer à toutes les sauces, en radio, en télé, sur BFM Business évidemment, sur YouTube, sur la chaîne Tech Co, en streaming évidemment, sur Spotify, sur Deezer. C'est sans modération. Plein de choses à vous raconter. Alors vous l'aurez compris, c'est pas François cette semaine, il est en vacances, on l'embrasse, je sais qu'il en profite pour nous écouter, c'est le seul moment où il peut écouter l'émission, donc voilà, mais je sais qu'il est à l'écoute, donc c'est Anthony, c'est moi, je parle de moi-même à la troisième personne, c'est vous dire le melon que j'ai maintenant, qui prend le relais, on va essayer d'être à la hauteur du patron. Voilà de quoi je me mêle, c'est parti. De quoi je me mail en deux parties, comme chaque semaine. Restez avec nous tout à l'heure. On aura Christophe Joly, notre historien de la tech, qui nous fera un petit nostalgique, une longue chronique sur l'histoire formidable des écrans plats. Et il y a presque 30 ans apparaissaient les premiers écrans plats, écrans plasma, écrans LCD, cette bataille incroyable qui ne nous rajeunit pas, mais c'est absolument fascinant. Et il sera là pour nous le raconter. Restez aussi pour le petit bonus. Vous savez, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on a ce petit bonbon, cette petite surprise supplémentaire où on parlera de trucs, mais alors complètement vertigineux, on parlera d'immortalité, carrément. Donc vraiment, restez avec nous. Immortalité numérique, je précise, mais immortalité quand même. Mais avant ça, notre club de la presse IT, comme chaque semaine, avec cette semaine autour de la table, Mélinda Davansoulas. Salut Mélinda. Salut Anthony. On est ravis d'être avec toi, notre journaliste maison, évidemment, journaliste Tech Co, podcasteuse aussi pour multijoueurs. Oui, tout à fait. Évidemment, et journaliste tech globe-trotteuse, la journaliste tech française la plus jet-laguée, je pense. Alors non, je pense qu'il y a pire que moi. C'est vrai, tu crois ? Ouais. T'en fais pas mal quand même. Hein. Ouais, mais ça, c'est parce que ma vie est un éternel jet lag, c'est pour vrai. ça. T'as fait WWC il n'y a pas très longtemps. T'as fait d'autres trucs récemment ou pas ? J'étais au Summer Game Fest. Ah oui. Bon. Mais c'était à la rigueur, c'était le même fuseau. Ouais, ça donc va. Ça va, c'était pas trop loin. Plus facile, plus facile. Et puis, de l'autre côté de la table, on a notre ami Nicolas Guyot. Salut Nico. Salut Anthony, salut Melinda. Salut. Journaliste à Clubic, évidemment un habitué de quoi je me mail. Clubic, alors toi tu fais des allers-retours Paris-Lyon. Alors niveau jet lag, c'est plus facile. Ouais, non, c'est tranquille là. Ça va. On reste sur le même fuseau horaire. On reste sur le même fuseau horaire, c'est plus reposant. Nous, on est connectés en permanence. C'est bien. C'est ça. Bon, on a plein de sujets à aborder avec vous les amis. On va parler matos, on va parler produits. Je sais que les gens aiment bien ça. Et là, on a quand même quelques produits à vous présenter. On va parler des futurs Pixel 9 qui commencent à pointer le bout de leur nez. On a eu des petites vidéos qu'on leakait comme ça sur Internet. On va parler de la conf de Samsung qui s'approche également. On a aussi, parce que Mélinda a apporté sa petite boutique avec elle, des enceintes pour l'été et notamment la Beats. Ouais. On a en exclusivité. Ouais. On vous révélera ça à la fin de l'émission tout à l'heure. Et puis des histoires de comeback. Alors c'est un peu la thématique de l'émission de cette semaine. Des remontadas, des revanches technologiques. C'est peut-être la sortie du Comte de Monte Cristo qui nous a inspiré la plus grande histoire de revanche de l'histoire de la littérature. Mais là, on a des marques qui sont en train de renaître de leur cendre. On va parler de Huawei qui est en train de faire des choses extraordinaires. Beats, c'est un comeback aussi. Et Motorola, dont on va parler aussi, alors qui, depuis quelques années, fait son retour. C'est une marque qui fleure bon la fin des années 90, le début des années 2000, et qui revient notamment avec ce modèle que tu nous as apporté, Mélinda. Exactement. Le Razr 50, c'est ça ? 50 Ultra, celui-là. Ultra. T'as vu comment je te chouchoute ? Je suis venu avec le modèle haut de gamme. Le meilleur. Modèle pliable. Et souvenez-vous, quand même, le Razr, c'est quand même un modèle emblématique. Alors, ce sont les 20 ans, ils nous disent, du Razr V3, qui est vraiment le modèle, on va dire, emblématique de Razr des smartphones pliants, à écran pliable, vous dites comme vous voulez. Pliable, on ne sait jamais. Alors à chaque fois, on se fait enguirlander sur les réseaux sociaux. Moi, je dis pliant et je dis écran pliable. Bon, comme ça, tout le monde est content. Voilà, ou personne. Mais en tout cas, voilà. Mais il y a une chose qu'il faut leur reconnaître. Ils sont revenus il y a à peu près 4-5 ans, avec 5 ans, je dirais, sur le marché avec ce modèle-là. Alors, on sait que Samsung, on va en reparler tout à l'heure, écrase le marché, mais ils ont un mérite chez Motorola, il faut quand même le reconnaître, ils essayent d'avancer technologiquement d'année en année. Alors, ça ne ressemble plus, évidemment, au modèle Razr d'antan. Celui-ci, il est beaucoup plus carré, il rappelle le flip. Tu peux bien nous le montrer comme ça ? Hop, regardez. Ouais. Hop. Alors, il vient avec une coque. Ouais. C'est pas vraiment son truc, là, j'ai mis la coque dessus pour que vous voyez, parce qu'elle est fournie. C'est assez rare pour qu'on signale quand même qu'il y a une coque qui est fournie, surtout sur ces modèles-là, mais voilà. Donc c'est le modèle, alors, il est pliable, mais c'est le modèle, moi je les appelle Game Boy Advance SP. Oui, parce que tu peux le mettre comme ça. Le petit clapet, c'est ça, moi j'adore. Moi c'est le format que je préfère, parce que tu as le format livre. Ben oui, et évidemment. puis tu as le format petit miroir de poche. Voilà, moi je suis plutôt de la team des Fold, c'est-à-dire ceux qui sont des espèces de mini-tablettes que vous pouvez... Moi j'aime bien ceux-là. Regarde, c'est ça que tu aimes bien surtout, que je puisse te... Est-ce que tu te vois là ?
Je me vois pas encore là. Ah, alors Non. attends, je vais te mettre quand même parce Ça va que nous faire un effet Bonaldi. Ah non, ça marche. Mais Ah non, là, ça je me marche. vois. ben voilà, Je me mire. vous vous mirez tous. Super. Et regardez, je vous montre une autre fonction qui est rigolote, qui arrive, c'est quand je le mets comme ça, je passe en format caméscope. Et donc je le tiens comme un vieux caméscope, ça c'est une des nouveautés de l'année. Et donc là je vous filme J'adore. comme un caméscope, ça se déclenche automatiquement. Voilà, ça c'est pour le côté un peu revival. Là aussi, elle est Ouais. 90. Hein. Ouais, là, Mais c'est- il n'y a pas que des gadgets dans ce téléphone. Pliable, ils ont amélioré l'appareil photo. Maintenant, on est sur un capteur 50 mégapixels, ça veut dire qu'il faut quand même aller activer la fonction pour passer en grande photo. Téléobjectif, un Snapdragon 8S Gen 3. Donc ça envoie quand même du pâté, C'est plein pour de faire choses. de l'IA, je suis sûr. Oh là là, dis donc, il y a même Gemini dessus, accessible depuis Ça l'écran faisait 4 d'accueil. minutes que l'émission avait commencé. On Ouais, n'avait on l'avait pas encore c'est dit. IA, donc Je voilà. pense qu'on est sur un record. On est sur un record. Mais oui, évidemment, ils ont un partenariat avec Google. Donc, il y a Gemini embarqué en application dessus, accessible depuis l'écran externe. Donc, beaucoup plus simple pour lui demander tout et n'importe quoi. Ça aide à la retouche photo. On n'est pas sur la totalité des outils photo de Google pour la retouche. Mais voilà, ça aide à écrire des SMS plus rapidement et mieux écrit, évidemment. Photomoji. Des petites fonctions, parce qu'il faut quand même des petites fonctions gadgets à l'IA pour transformer vos photos en GIF, en emoji. Voilà. Non, globalement, tout ça pour vous dire que c'est un très bon téléphone pliant. Depuis quelques années, vraiment, Motorola est très, très efficace là-dessus. Ils n'ont pas grand-chose à envier à Samsung. Ils ont un avantage sur Samsung, écran extérieur beaucoup plus grand. Alors là, on ne voit pas parce que j'ai un fond d'écran noir, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous voyez, vous regardez les images chez nous, l'écran extérieur 4 pouces, c'est beaucoup plus grand que chez Samsung et ce qui se faisait. C'est la question que je voulais te poser parce que j'allais dire, c'est vrai que ça fait quelques années qu'ils sortent des modèles. Il y avait le Razr 40 qui était déjà très très bon déjà. Qui était déjà bien, qui avait eu un succès d'estime parce que niveau vente, c'est quand même pas Mais non, ça. C'est-à-dire, Samsung écrase le marché, c'est vraiment. ça, c'est ça. Donc, est-ce que là, ils ont moyen, à ton avis, de reprendre un peu le lead? Alors, très honnêtement, Comme on dit. je ne sais pas ce qu'en pensera Nicolas, c'est compliqué. Samsung a une telle hégémonie sur le marché. Là, ils sortent deux modèles. Il y a le 50 Ultra, qui est celui-ci qui est du très haut de gamme, qui est quand même à 1 200 €. Et ils en ont un moins de 1 000 €, qui est le 50. En gros, c'est le 40 Ultra de l'année dernière, très très bon, comme tu disais. Recustomisé, meilleure charnière, écran où on voit vraiment de moins en moins la pliure. C'est quand même un modèle sur lequel on voit quasiment pas la pliure Pas mal. de l'écran. Ça, c'est quand même à souligner. Ouais. Le 50, juste, pour moi, est un bon compromis parce qu'il a un écran externe beaucoup plus grand aussi que ce qui existait, un vrai écran utilisable. Je ne vois pas l'intérêt de ces modèles-là quand l'écran extérieur, c'était comme les premiers modèles, une petite barre de notification. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt à part le format. Nico, Ouais. ton avis? Moi, le prix, en fait, si tu veux aller chercher Samsung, il va falloir être encore moins cher. Ouais. Ils sont moins chers ceux-là que les Samsung. hein. 1200. Alors Samsung Ouais. a eu tendance à baisser ses Ouais. prix parce Ah, qu'il ouais. y a de la concurrence, il y a une sérieuse concurrence sur ce marché-là. On se souvient que Oppo avait un très bon modèle aussi. Ils ont de la concurrence, ils baissent. Donc finalement, même là, quand on a 1 200 €, ce qui est nettement Moi, j'ai moins cher vu qu'il y a quelques années. J'ai vu le Razr 40 pendant les soldes, il était à 600 €. Ah mais ça baisse Ouais. très vite. Donc pour Voilà. le coup, Là, ça ça vaut- là, ça commence vaut à le devenir coup, là. intéressant. Ça Ça vaut le coup, ouais. Parce que non, mais c'est le nerf de la guerre, c'est vrai, la démocratisation. Parce que quand on parle de ces écrans pliables, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on dit que oui, il y a l'effet waouh, que le potentiel est là, mais que ça coûte tellement cher. Je regardais les chiffres. Hein. 2023, c'est 1% des ventes de smartphones. Ça reste mais c'est rien du microscopique. tout, C'est rien du tout. Donc voilà. Elle il se va falloir- rattrape sur la valeur. Après, moi, ce que j'ai du mal avec ces smartphones pliables, c'est l'écran externe. Parce qu'en fait, tu le mets dans la poche. Alors, effectivement, celui-là, Melinda nous a Avec la- présenté. avec On peut l'accrocher, il y a une petite sangle. Oui, il y a une etc. sangle. Voilà, bon, ça, c'est un peu. Voilà. Bon, j'avoue Mais que... après, ça, vous mettez ça dans la poche, l'écran extérieur, Il se raye. il finit par être complètement rayé. Quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah, comme un smartphone normal en Ouais, fait, comme un mais sauf que smartphone là normal, vous ouais. l'avez peut-être plus dans votre poche de pantalon, dans votre poche de chemise. Mais t'as pas des coques des écrans de protection pour l'écran externe? Avec les deux Ouais. capteurs, c'est Ouais, quand c'est même compliqué, ouais. compliqué. Mais tu vois, l'avantage, bon là je vous le montre, il est fermé, mais l'écran externe est vraiment utilisable. Ouais. Et pour moi, c'est là où ils ont évolué et ils ont poussé Samsung aussi à évoluer parce qu'on se souvient que Samsung avait une bande de notifications, après un espèce d'écran qui était la moitié de l'écran, ils les ont poussés. Alors c'est ça qui est intéressant, et tu me fais la transition parfaite, c'est est-ce que ça relance finalement la bataille du pliable? Parce que ce qui est intéressant sur ce marché, c'est que la concurrence, elle est quand même assez féroce, mine de rien. Il y a beaucoup d'innovations dans tous les sens. Samsung a été pionnier, ils ne sont pas les seuls. Alors Samsung d'ailleurs, il y a une conférence dans Le quelques 10 jours. juillet. 10 juillet, on a la date officielle. Paris. On en a parlé déjà, mais là, on sait que exactement Pour de quand vrai, ce là. sera, et On on connaît sait la à date. peu près ce qui sera présenté. Donc a priori, un nouveau Fold, un nouveau Flip, hein, Oui. c'est ça. Ils avancent d'un mois leur conf habituel. Quoi, en C'est fait. ça. Donc, Pour les donc- JO, c'est pour ouais. les JO. Comme Pour ils les sont JO. partenaires des JO, ça Ouais. tombe bien. Paris Donc- est dispo. Donc il y a ça. Et puis ensuite, alors il y a aussi toutes les autres marques. Il y a Oppo, Honor, qui vont. Il y avait c'était lequel que tu nous avais présenté qui était incroyablement fin, le téléphone pliable.
Je t'avais présenté un Honor, mais c'était en modèle Fold qui était C'était le Magic extrême. V2. Magic V2 en Fold, qui est l'équivalent, qui est d'une finesse absolue et qui est en plus un modèle très très bon. Mais comme tu dis, c'est un marché microscopique, le pliant. Il faut trouver l'usage. Et le problème, c'est que, et puis sur les innovations, on ne peut pas innover non plus. Une fois qu'on a innové sur le design, on a innové sur l'écran, on va pas pouvoir faire plus grand non plus, on va pas pouvoir faire... Ce qui manque, est-ce que c'est pas finalement des killer apps? C'est un peu ce qu'on avait reproché aussi à la réalité virtuelle. Pourquoi ça décolle pas? Parce qu'il n'y a pas des applications qui vont vraiment changer ton quotidien en utilisant cette technologie comme base. Si tu veux faire de la masse, il faut avoir un prix d'appel. Voilà, tu vois, par exemple, on disait 100 €, ça commence à devenir audible, mais à un moment, faut pas se leurrer. Hein, le marché, il est entre 300 et 500 €. Ouais, même 600 €, ça reste cher. Hein. La moyenne d'achat, je crois que c'est autour de 300. Hein, voilà, donc à un moment, le jour où on va vouloir démocratiser ce genre de format et revenir un petit peu à des formats à l'ancienne, etc., c'est que ça coûte très cher à fabriquer parce qu'il y a beaucoup de pièces mécaniques, il y a l'écran aussi. Bon, alors ça devient mature au niveau des technos, des écrans pliables, mais il va falloir tomber dans cette gamme de prix entre 300 et 500 €. Bon, il y a un autre fabricant qui va nous sortir un autre pliable normalement, c'est Google. Il y a les Pixels qui vont arriver. Alors là aussi, on en sait un petit peu plus et on a notamment une date pour la présentation des prochains Pixel 9 Pro, donc c'est 13 août, c'est ça? Le 13 août, ils ont pris la place de Samsung, en fait, qui d'habitude présente ses pliables à cette période-là. Et là, hop là, ça tombe bien, le créneau est libre, on le prend. Ah oui, c'est ça, donc, voilà. Donc on sera en vacances cette fois pour les Pixels. Là, ils ont choisi vraiment le creux du creux de l'été. Mais aux États-Unis, ça parle moins qu'en France. C'est vrai qu'en Europe, l'espèce de charnière, bon là, il y a les JO, c'est un peu bizarre. Mais comme pour les écrans pliables, il y a une charnière. Comme les charnières, voilà, fin juillet, mi-août, on dirait que c'est une espèce normalement de paix des braves. Mais eux, ils s'y sont mis. Mais apparemment, l'événement sera chez eux. Donc c'est un peu bizarre. Il y a une espèce de catimini de leur présentation. Ils annoncent ça comme ça. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a eu une petite vidéo qui a leaké donc de quelques secondes où on voit le design du 9 avec la montre. Donc en fait, il y aurait 3 smartphones à présenter, le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Donc ça, ils s'y mettent aussi. On fait des très grands, des tailles intermédiaires, etc. et tout. Pas de fold, il y aurait une mise à jour du Pixel Fold. Donc le Fold, c'est celui qui s'ouvre comme un livre. Qui était intéressant. Moi, je l'avais vu à Google I.O. l'année dernière. Il était intéressant en format parce qu'il n'est pas trop grand. Mais ils n'ont aucune ambition, visiblement, de le sortir des États-Unis, du Japon. Il était dispo aux États-Unis et au Japon. Alors que franchement, ça déméritait pas, quoi. C'est dommage. Avec tout le savoir-faire Google dedans, ça. Je pense qu'ils se testent aussi un petit peu. C'est possible que le prochain soit worldwide. C'est souvent quand ils ont peut-être peu d'unités. Et puis il faut éduquer un peu le marché. Et puis les prix sont élevés. Alors ce qui est intéressant, c'est que les pixels vont changer de design. L'îlot change à l'arrière. Donc jusqu'ici, on est habitué à un îlot comme ça. Donc, on a tous des pixels en fait. Moi j'en ai un aussi. Bon voilà, c'est la team pixel. Donc ça devrait changer. C'est un peu plus élégant, ça ressemble à une sorte un îlot horizontal, format un peu pilule. Un peu comme ils ont commencé sur le 8A à affiner un petit peu. Parce que c'est vrai que globalement, là, souvent les pixels ils sont posés comme ça. Il suffit que on vous appelle, ils se déplacent tout seuls sur la table. Bref, c'est peut-être un peu plus. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce design. Alors tu as cette petite vidéo de 15 secondes, un peu en mode. Dans le noir, on cache un peu. En réalité, tout a déjà leaké. Les designs, on les a vus, les specs, on les a vus, tout est partout. Google, c'est les grands spécialistes. Avec Samsung, je ne sais pas lequel est le meilleur en leak. Samsung a la force de s'auto-leaker, peut-être. C'est peut-être sa force. Mais chez Google, il y a un stagiaire qui est vraiment maladroit. Il le faut exprès. Donc en fait, on sait pas. Oh si. Non, je pense que c'est organisé. Je suis sûr que c'est organisé. Je suis sûr que c'est organisé. Alors honnêtement, chez Google, je suis extrêmement. Quand on voit comment ils travaillent, je suis extrêmement sceptique sur le fait que ce soit organisé. Je pense plus qu'il y a beaucoup trop de gens. C'est vraiment la boîte, telle que moi je l'aperçois en étant allé chez eux, c'est vraiment la boîte d'ingé. C'est-à-dire qu'ils pensent à leurs innovations, ils pensent à ça. Et la stratégie com, c'est différent. Moi, je ne serais pas étonnée qu'ils en parlent comme ça. Il n'y a pas la culture du secret dingue et de la gestion marketing comme il y a chez Apple. Ils sont vraiment pas très bons. C'est des vidéos promotionnelles qui fuient. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment, on n'a pas fait exprès. Il est resté 10 minutes en ligne, on l'a enlevé. Je dis pas tout. C'est pas mieux que Samsung, quand tu vois Samsung Asie qui se met à annoncer les dates avant. Oui, mais c'est pareil. Moi, je suis peut-être un peu complotiste, mais moi, j'y vois quand même un moyen de faire buzzer parce que tu es sûr que si tu fais leaker la vidéo de 10 secondes, tu es sûr que tout le monde, effectivement, a fait des captures d'écran et que sur tous les sites tech de la Terre, ça va être pris le lendemain. Je pense qu'il y a certaines fois, oui. Mais je pense que globalement,
Enfin, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Sincèrement, ça commence à faire beaucoup. Tous les ans. Soit, si c'est des erreurs, en fait, ils n'arrivent pas à les corriger. Et si c'est voulu, c'est bien fait. Je suis assez d'accord. Voilà. Je suis assez d'accord. Voilà. Mais bon, moi, je suis le boss, je dis bon, c'est bien, continuez avec cette vidéo. Nous, on est contents. Mais je peine à croire que ce soit tout le temps volontaire. Bon, écoute, ils sont peut-être un peu. Et pendant qu'on sera à la plage, on aura peut-être le droit à une nouvelle montre, la Pixel Watch 3, donc un format qui serait peut-être décliné en format XL, et une Pixel tablette. Donc intéressant, ça aussi. Tablette, bon, c'était bon produit, mais je ne sais pas si ça se vend énormément. Je ne suis pas sûr qu'ils en vendent, parce que souvenez-vous, ils avaient essayé de la mettre avec une enceinte pour la maison l'année dernière. Finalement, ils se sont dit, bon, on va la vendre sans l'enceinte. Et j'ai l'impression qu'ils tâtonnent un peu sur ce marché où ils avaient été les premiers à sortir, c'est quoi, Nexus, là, comment ça s'appelait leur gamme de Nexus, tablettes, qui était pas mal. Mais on a l'impression qu'ils le font parce qu'il faut le faire. Et... ils font tous en ce moment des tablettes, j'ai l'impression, parce qu'ils font des tablettes parce qu'il faut le faire. Mais en fait, je pense que déjà, oui, il y a quand même des ventes parce qu'ils sont tous sur la tablette en ce moment. On n'arrête pas de recevoir les communiqués de presse, les produits à tester, les tablettes, etc. Et bon, je pense qu'il y a une légère tendance, mais entre la tendance et l'énervement, voilà. Bon, après, je pense que c'est aussi à Google de donner là pour le système, montrer qu'on peut intégrer proprement Android sur une tablette. C'est aussi, voilà. Ils sont un peu leurs propres ambassadeurs d'OS. Bon, sur le timing, c'est intéressant aussi le fait qu'ils se positionnent juste avant la keynote d'Apple. C'est toujours pareil. Je pense que ça va être intéressant de couper l'herbe sous le pied d'une certaine manière, un mois avant la présentation. Et puis on va remettre une pièce pour l'IA, mais je pense que aussi, je pense que eux ont shooté assez vite sur l'IA, etc. Entre temps, il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Et je pense que pour eux, avancer le lancement d'un lancement de Pixel, etc., c'est aussi remettre une pièce pour l'IA en disant voilà, nous, ça va être intégré, etc. Parce que je pense que voilà, eux, ils sont beaucoup plus avancés en termes d'intégration. Je ne parle pas en termes d'usage qu'Apple. Et ils vont peut-être vouloir remettre un petit peu l'IA. Mais avec Gemini, qui n'est pas l'IA la plus aboutie, pour le coup. Autant pour la retouche photo, c'est formidable ce qu'ils ont proposé sur les pixels. Autant de Gemini, pour l'instant, c'est quand même pas... Les pixels sont les ambassadeurs, étaient les premiers vrais smartphones à l'IA. Donc, ils sont obligés un peu là de taper du poing. Même si on sait que chez Samsung, c'est Google, c'est Gemini dedans, Custo. L'iPhone, lui, ce ne sera pas Gemini Custo. On sait qu'ils ont laissé la porte ouverte avec Apple Intelligence à se dire on va discuter avec eux, mais ce ne sera pas ça. Et on ne sait pas l'ampleur de ce qui arrive au mois de septembre, mais les iPhones qui arrivent vont être des smartphones à l'IA. Et quand on connaît la force de frappe d'Apple, rien qu'en termes de résonance, moi je comprends qu'ils s'avancent. Après, on va savoir si c'est un bon pari de s'avancer au cœur de l'été. Ils vont s'avancer. Je pense qu'ils vont aussi avancer, parce qu'ils en ont parlé, au printemps là, des petits modèles Gemini. Je pense que là aussi, je pense qu'on va avoir le droit à notre petit NPU avec le modèle qui tourne en local, etc. Un petit peu comme l'autre comeback. Exactement. Parce que là, c'est un spécial comeback. Là, donc, celui de Windows et ARM. Exactement, parce que tu voulais nous parler. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières semaines des PC Copilot Plus, donc qui sont dopés à l'IA avec toute la suite Copilot intégrée, le petit bouton Copilot qui va bien, le NPU pour faire tourner tout ça, évidemment. Mais là, on a les premiers modèles qui commencent à arriver et que les journalistes tech peuvent tester. Donc, toi, tu as testé le premier modèle, donc il y a un Asus VivoBook S15 OLED. Alors, franchement, sur les noms, faut qu'ils bossent, les mecs. Moi, je peux pas chez Apple, là. Non, mais franchement, c'est pas possible, les noms des ordis. Mais c'est historique, ça. Même moi, je trouve que il est simple, celui-là. Franchement, celui-là, il est simple. Ouais, c'est pas le pire. Parce que derrière, t'as une ref. Vous l'aimez pas la ref, mais oui, il y a un numéro derrière. Bien sûr, 212V. Non, mais sur les ordinateurs et sur les télés, il faut quand même qu'ils bossent sur les noms. Moi, c'est mon appel parce que vraiment, il y a du taf. C'est tellement. Alors, j'ai lu le test. Tu vas nous donner un peu les détails, mais ce qui m'a étonné, c'est la note qui est quand même pas extraordinaire, 7 sur 10. Moi, je m'attendais à ce que ces PC Copilot Plus soit la révolution, etc. Alors, finalement, 7 sur 10, c'est bien, mais pas top, comme on dit dans la cité de la peur. En fait, le problème, c'est que comme c'est une double révolution, c'est une plateforme c'est remplacer les processeurs x86 par des puces ARM. C'est les puces qu'on a habituellement dans nos téléphones, un peu de bodybuildé. Donc déjà, premier challenge. Microsoft, c'est la 3e fois qu'ils tentent un Windows sous ARM destiné au grand public. Les 2 premières fois, ça s'est très mal passé. Donc quand je dis très mal passé, c'est qu'en fait, ils ont sorti, il n'y avait rien qui tournait. Enfin, avec eux. Voilà. Donc là, c'est comme il y a beaucoup plus d'ambition quand même. Ils ont développé non pas un émulateur, mais un interpréteur pour pouvoir faire comme chez Apple, comme Rosetta, qui s'appelle Prism chez Microsoft, pouvoir faire tourner n'importe quel code x86 sur l'ordinateur. Et voilà. Bon. Donc du coup, déjà, la promesse est plutôt pas mal, parce qu'on va pouvoir utiliser des applis, etc. Et la deuxième nouveauté, c'est l'IA. Effectivement, qui est intégré un peu comme ce que nous a présenté Apple, peut-être un peu moins profond,
mais qui est implémenté au plus profond du système, voilà, sur vos applis. Vous pourrez appeler Co-Creator, qui est l'IA. Vous pourrez avoir la traduction en temps réel, etc. Et ça marche bien, ça t'a testé un peu les fonctionnalités? Alors, les fonctionnalités, elles marchent pas mal en local, mais je vais pas vous cacher, sincèrement, ça marche mieux quand vous êtes dans le cloud. Vous avez beaucoup plus de puissance. Entre un NPU qui est intégré, effectivement, qui consomme moins d'énergie, parce que vous n'avez pas, faites pas appel à un serveur avec des puces Nvidia qui consomment beaucoup d'énergie, plus les communications qui consomment aussi. Voilà, donc vous pouvez commencer à faire effectivement traduction en temps réel d'une vidéo, de son, etc. Ça marche très bien. C'est assez bluffant. Ouais. Voilà. Après, ils embarquent. Moi, j'étais assez étonné. Je pensais qu'ils allaient partir sur un petit modèle. Sur un modèle. Microsoft avait communiqué sur leur propre modèle Phi 3. En fait, pas du tout. Alors là, on reste chez OpenAI. Hein, c'est donc vous avez du GPT-4 intégré. Il y a du DALL-E. Okay. Voilà, donc ils vous mettent Paint avec Co-Creator, vous appuyez, en fait, vous faites vos prompts. Alors là, je suis assez aussi étonné, c'est qu'il faut être quand même connecté, même si c'est en local, pour un compte Microsoft. Ça, je trouve ça un petit peu... Ils ont fait quand même toute leur communication sur le fait que tu puisses tout faire, une grande partie des choses en local, et que du coup, tu avais déjà plus de confidentialité, que tu avais plus d'autonomie. Enfin, c'était aussi ça. C'est un peu le même problème qu'on se posait il n'y a pas longtemps là sur le plateau avec Apple, de savoir qu'est-ce qui tourne en local, qu'est-ce qui tourne à l'extérieur. Donc voilà. Et surtout, il faut encore prompter, quoi. Et c'est ça que moi c'est là où je trouve il y a encore un énorme boulot. Est-ce que tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à ce que je veux dessiner un chat qui fait du vélo, j'ai pas besoin d'avoir prompté, quoi. Faut que tu lui dises quand même qui fait du vélo. Oui, je lui dise, mais il y a au moins que je puisse le dire de façon vocale, de façon naturelle. Ah oui, en mode d'accord. Et là, il faut quand même que tu tapes, il faut avoir la commande vocale. Là, il faut saisir. Voilà. Donc, faut saisir. Donc tout ça, voilà. Donc ça, c'est encore. Mais on est au balbutiement. Voilà. Donc pourquoi ARM? Parce que c'est les seuls aujourd'hui à proposer des NPU qui sont suffisamment puissants pour faire tourner ces modèles en local. Donc c'est minimum 40 TOPS, qui est la puissance, le nombre d'opérations par seconde qui sont autorisées pour la plateforme Copilot+. Les puces Snapdragon Elite qui sont dans ces ordinateurs, c'est du 45 TOPS, donc ça tourne pas mal, mais ça tourne moins bien, moins rapidement que quand c'est dans le cloud. Mais c'est le début. Très bien. C'est le début, donc voilà. Mais Linda, tu l'as testé aussi ou moi, tu es en train de tester? Moi, je suis en cours. Je suis quand même nettement moins avancé. Justement, j'avais une question. Est-ce que ces PC-là, celui donc le VivoBook, c'est quelqu'un qui n'a pas aujourd'hui de velléité avancée en IA, de travail à l'IA. Est-ce que ça reste un PC quand même intéressant ou pas? C'est un PC intéressant parce que vous êtes sur la plateforme ARM qui a le mérite de consommer mais beaucoup moins d'électricité que le x86. Donc voilà. Donc après, c'est intéressant parce que globalement, tout tourne à peu près. Hein, on va pas se mentir, il y a des choses qui tournent pas encore. Hein. Recall. Alors Recall, qui était une des fonctions, de Microsoft, mais surtout par exemple chez Adobe, il y a Illustrator qui tourne pas encore. Il y a quelques jeux qui fonctionnent pas. Il y a Google Drive par exemple qui fonctionne pas. Mais ça va aller vite parce qu'en fait, voilà, ils vont recompiler un petit peu. Prism va se débrouiller. Mais par contre, voilà, à partir de 1 300 €, 1 500 €, juste, voilà. C'est un ordinateur. On est sur du haut de gamme quand même. Hein. On est sur du haut de gamme. Si c'est juste pour faire du Word, Excel, mais ça reste juste un chat qui fait du vélo. Voilà. Ça fait. Non, mais on est sur un Asus VivoBook. Après, ça reste. Moi, je connais cette gamme-là. C'est quand même une excellente gamme. C'est mon interrogation. Elle était de les voir tourner sous le Snapdragon. Voilà. L'intérêt, c'est au niveau intégration aussi. Un processeur ARM, ça permet de concevoir des ordinateurs plus fins. Qui chauffe moins, donc là perdu parce que celui-là il chauffe un peu quand même, mais là vous êtes quand même avec un ordinateur avec un écran OLED 3K de 15,6 pouces qui pèse à peine 1,4 kg. Qui est pas mal, ouais, ça là-dessus. Ça quand même, c'est voilà. Mais on est en train de s'aligner un petit peu sur les form factors, sur les formats Apple, ce qu'on voit chez Apple, on va y arriver tout doucement. Là j'ai vu Lenovo cette semaine. Sincèrement, vous le voyez, l'ordinateur, il est top. Intéressant, en tout cas. Fin, on est au début, mais c'est voilà. prometteur, on va dire. Voilà, c'est prometteur. Je pense qu'il y a une phase de rodage. Il ne faut pas en attendre trop. Mais si vous voulez, parce que vous êtes early adopter, vous aimez bien les dernières technos, vous êtes un petit fan de l'IA et que vous avez besoin d'autonomie, beaucoup d'autonomie, parce que vous êtes dans le train, parce que vous êtes tout le temps en déplacement, c'est un produit à considérer.
pas tant pour l'IA, mais plus pour la plateforme ARM. Alors, comme on parle d'IA intégrée dans les produits, je voudrais qu'on dise un mot d'Apple rapidement. On nous dit, oh, vous parlez trop d'Apple. Bon, là, on n'en a pas mis trop dans cette émission-là, mais il y a quand même un truc intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de l'intégration, et c'était les grosses annonces de la WWDC à laquelle tu étais, alors, j'allais dire d'intelligence artificielle, non, d'Apple Intelligence. D'Apple Intelligence, attention. Apple Intelligence. Attention. Bah, sauf que nous, les Européens, on n'y aura pas droit à Apple Intelligence. Alors, on se réjouissait d'avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités intégrées. Alors, tu peux nous rappeler en 2 mots ce que c'est Apple Intelligence peut-être, mais on a quand même, c'est censé être votre usage de vos données par vous-même, de manière sécurisée, alors je dirais bien sans chichi, mais pratique. Mais l'idée, c'était que ce soit personnel. Donc, vos datas entre vous et votre téléphone. Ouais. Là, le truc avec la possibilité de se créer ces emojis personnels. Oui, voilà. Si Siri, donc qui va être enfin Boostalia, ne sait pas vous répondre, elle vous réoriente vers son pote ChatGPT. Mais ça, à ce moment-là, Apple s'est un peu dédouané en disant, vous le faites en connaissance et en toute conscience, débrouillez-vous avec ça. Mais normalement, c'était censé être ultra sécurisé, je dirais pas à minima, mais vraiment sur vous, quoi. Et alors là, ce qui est drôle, moi, cette annonce, j'ai rien compris. C'est-à-dire que Apple s'auto-censure en disant on va pas lancer ça en Europe parce que ça va pas être en accord avec le DMA. Donc le DMA, c'est ce texte de loi qui est censé encadrer... Anticoncurrentiel. Donc, en gros, Apple reconnaît lui-même que son Apple Intelligence pourrait être taxé d'anti-concurrentiel. Sans expliquer pourquoi. Mais sans expliquer. Alors là, j'avoue que je suis restée sur le mirroring. Donc, il y a une des fonctions qui a avancé, c'est le mirroring, c'est-à-dire la possibilité de dupliquer son iPhone sur son Mac. Ça, j'avoue que on peut le faire sur Windows, on ne peut pas le faire sur Apple. Et c'est vrai que ça, c'était un truc qui est plutôt séduisant. Et ça, c'est pareil, ce serait... un peu problématique. Avec là, le DMA, j'avoue, on ne sait pas pourquoi. Je m'en remets aux éclairages. Autant pour le mirroring, moi aussi, là, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Peut-être, voilà. En tout cas, là-dessus, peut-être parce que ce n'est pas ouvert à d'autres fabricants. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Si vous avez un Pixel et que vous voulez le mettre en mirroring. Sur votre Mac, c'est non. Voilà. Ou inversement, iPhone vers Windows, c'est non. On revient toujours à la même conversation. Vous êtes dans un environnement Apple, généralement, vous avez du Apple. Hein, voilà, on va pas se... Tu le fais pour ça aussi, je veux dire, quand tu achètes du Apple. Je pense que c'est le problème de l'ouverture, en fait, de l'intégration d'Apple Intelligence, en fait. Je pense qu'ils ont peur de se retrouver avec l'Union européenne qui leur demande, bah ouais, mais vous avez un modèle et il faudrait l'ouvrir à d'autres modèles. Voilà, il faudrait l'ouvrir à d'autres. Et vous, est-ce que vous pensez pas, complotiste Vas-y. En mode complotiste européen. Voilà, que Apple juste le fait exprès pour mettre la pression sur l'Union européenne de manière tout à fait innocente, mais en disant aux utilisateurs d'iPhone, bah vous voyez, on aimerait bien vous les proposer, toutes ces fonctionnalités formidables qu'on vous a présentées, mais on ne peut pas parce qu'on se met en conformité avec vos textes de loi. Et c'est une manière aussi d'énerver les consommateurs. Enfin, moi, je peux te dire, je ne suis pas utilisateur Apple au quotidien, mais si je l'étais, je dirais, mais attendez, c'est bon, l'UE, ils prennent des règles qui font qu'on n'a pas le droit d'avoir les mêmes fonctionnalités que les autres. Moi, c'est ce que j'ai pensé aussi à un moment, mais je me dis quand même, c'est quand même un marché de 450 millions de consommateurs. Est-ce que tu te mets à dos comme ça les consommateurs, parce que d'un côté tu les envoies peut-être vers d'autres concurrents. Alors j'y crois pas trop chez Apple, voilà. Mais moi je suis sûr que c'est fait exprès. Toi tu crois que c'est fait exprès? Mais bien sûr. Ouais. Mais connaissant Apple, c'est une façon de, pour moi c'est même carrément une façon de mettre un coup de pied dans la porte avant l'heure, en disant non mais regardez l'Union européenne ils nous cherchent. En plus ils viennent de se prendre une amende, donc de dire regardez on va encore nous chercher des noises alors que nous on veut bien faire. L'amende elle est arrivée juste après, c'est bizarre. Non mais c'est vrai. Non mais c'est ça, tu vois, il y a ce côté de dire, en gros, ils jouent un peu au chat et à la souris avec l'Union européenne. Exactement. Vous voulez nous sanctionner, regardez, on montre que vous êtes des vrais méchants et que vous empêchez nos gentils utilisateurs d'utiliser nos services. Moi, je crois que c'est plutôt le service juridique qui a dit attention, on risque quand même gros, on va quand même regarder, réfléchir. Encore 3 milliards, ça commence à faire. Je suis d'accord, mais Apple, ils ont tendance à attendre que ça vienne à eux, les sanctions et les possibles rumeurs de sanctions, et d'avoir là leurs 150 000 juristes qui sont en train de préparer un truc en lisant entre les petites lignes des petites lignes pour passer. Là, ils anticipent. Moi, je pense qu'ils y vont un peu au bluff. Avant, parce que c'est quand même au mois de septembre qu'il faut que ce soit opérationnel. Ça veut dire qu'il reste quand même près de 3 mois. Je pense qu'ils anticipent le truc en forçant un peu, parce que l'Union européenne a dit « Attendez les gars, nous on n'a rien dit,
on se prononce que quand on a étudié. Ouais, mais ils sont tout contents. Ils sont tout contents de dire non mais attendez, c'est génial parce qu'en gros ils s'auto-censurent. Ça veut dire que notre règlement en fait a du poids. C'est-à-dire que les grands groupes technologiques, regardez, ils tremblent devant nous et ils se censurent. Bon bah alors, attends. pour moi il y a deux choses. Déjà factuellement, Apple Intelligence c'était pas près d'arriver en. Mais surtout, la bêta publique n'est même pas dispo. Voilà, donc les versions en français c'est pas avant 2025. Donc déjà il y a pour moi il y a un faux problème. Alors, après que l'UE se gargarise. De ça, je trouve ça un peu, sincèrement, vous voyez, on est tous utilisateurs. Alors oui, on aime bien avoir le choix, etc. Mais on commence à se retrouver dans des situations ubuesques. Hein. Vous faites une recherche sur Google, vous pouvez plus cliquer sur Google Maps, vous perdez un temps fou à rajouter des étapes, etc. Google Flight. Pour moi, le truc, c'est tu cherches à savoir si ton vol est à l'heure ou pas. C'était hyper simple avant sur Google. Aujourd'hui, aujourd'hui, il ne faut plus. Non, mais comme le RGPD à une époque, il y a un moment, il va falloir aussi prendre en compte le fait qu'en tant qu'utilisateur, on est quand même pénalisé. Ça devient compliqué sur plein de trucs. On est pour la concurrence, mais une concurrence qui ne nous impacte pas. Quoi. En fait, que globalement, on ne change pas les règles du jeu. Si on veut un truc plus ouvert, il y a plusieurs plateformes disponibles, mais à un moment qu'on nous simplifie aussi le truc. Parce que moi, c'est comme le RGPD. Je peux te dire, moi, je veux bien donner toutes mes données si j'ai plus à cliquer, accepter les cookies à vie. Tu vois, vraiment. Finalement te coupe la liberté de base. C'est-à-dire d'avoir un truc simple d'utilisation. Et là où c'est drôle et où je pense que Apple va, les connaissant, vraiment s'engouffrer dans la brèche et ce qu'ils sont en train de créer eux-mêmes avec l'Union européenne, c'est-à-dire que le principe et leur moteur d'Apple Intelligence, c'est entre vos données et vous. C'est-à-dire que même nous, on ne s'en mêle pas, c'est de manière sécurisée, donc on ne va pas ouvrir à la concurrence, machin. Là, qu'est-ce qui se passe? On leur dit, ah bah si, là les gars, il faut ouvrir à la concurrence. Bah oui, mais là, ça veut dire que vous obligez nos utilisateurs à lâcher leurs données à n'importe qui. Et c'est là où je pense qu'ils sont malins et qu'ils sont en train de jouer avec un coup d'avance, c'est de dire, regardez, nous, on ne veut pas faire comme les autres IA, on veut un truc hyper safe et on nous oblige à vous mettre en danger. Et je pense que c'est là-dedans qu'ils vont s'embarquer. On va avancer les amis, il nous reste 2 sujets et 6-7 minutes. Alors qu'on aille très très vite. Mais je voulais quand même qu'on parle, alors on était dans la thématique comeback, remontada, de celle de Huawei, qui est une marque dont on parle régulièrement, mais c'est vrai qu'on les avait un peu enterrés, c'est un grand mot parce qu'ils font plein de choses Huawei, mais quand même depuis le ban par les autorités américaines, ils en ont quand même pris un bon coup de plomb dans l'aile, très très clairement sur la partie smartphone. Et là ils avaient leur conférence développeur, on a beaucoup parlé de la WWDC, on a parlé de la Google I.O., on a moins parlé de cette conférence-là, ils ont donné des chiffres intéressants, 900 millions de terminaux équipés d'Harmony OS en moins de 5 ans. Ils sont à presque 1 milliard de terminaux quand même. Le Mate 60 Pro qui est un énorme carton. Et puis Harmony OS Next qui est leur prochain système d'exploitation qui pour le coup va s'affranchir complètement d'Android avec l'objectif de 500 000 applications développées pour cet OS d'ici fin 2024. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. On peut résumer ça comme ça, Mélinda. C'est joliment dit, dis donc. Bien. Ouais. Non, alors moi, je suis fascinée par la stratégie de Huawei. Alors, on va le dire clairement, à une époque, ils se sont vus peut-être trop beaux. Donc, la dégringolade a été sévère. Ils ont switché. Ils ont switché pour nous. Parce que là-bas, ils n'ont pas switché, en fait. En Asie, ils restent fidèles à ce qu'ils font. Leur téléphone, ils sont en train de... Alors, ils ont eu le spectre d'Apple, qui était un moment en Chine. Ça allait être les super ventes. Eux, ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Tous leurs smartphones ont des succès d'estime folles. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est plus compliqué d'en parler que pour Nicolas, parce que parler au grand public d'un système qui n'a pas Android nativement, c'est compliqué. Mais j'avoue que le switch sur tous les appareils annexes, les montres, les ordinateurs, les tablettes, je trouve que... Les voitures, même. Voilà, aussi. Ils ont réussi quelque chose qui est intéressant, de savoir où mettre le curseur en fonction des gens. Ouais. Et là-dessus, je salue la volonté. Après, ils jouent sur le design, sur des choses comme ça pour vendre des appareils. Mais ils ne se se sont pas démontés. Non, mais je pense que surtout les Américains se sont créés un vrai concurrent en fait. Ouais, ils ont donné naissance à un monstre, je suis d'accord avec toi. Non, parce que voilà, les gars sont malins, on va pas se dire. Et voilà, c'est des grosses boîtes, et ils ont beaucoup de budget R&D. Donc les processeurs, ils commencent à arriver à faire des puces à peu près potables en 7 nanomètres, etc. Ce qu'on pensait impossible jusqu'ici. La 5G, ils ont réussi à l'avoir. Non, mais... Ouais, mais c'est eux qui qui déploient les réseaux, etc. C'est la force de Huawei, c'est d'être sur tous les chaînons tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire, ils font les smartphones, ils font la partie équipement réseau. Ils ont récupéré l'OS Android en mode open source, mais sans effectivement les services de Google. Ça leur a permis de faire une transition. Et là, ils vont couper la partie Android, ils vont avoir leur propre OS. Et après, c'est un marché très chinois. Oui. J'ai regardé aujourd'hui, les parts de marché, c'est 4% Harmony OS. Bon, alors après,
4%, ils viennent de zéro. Hein. C'est ça. Ouais, non, c'est 4%, 5 ans d'existence, c'est quand même pas mal. Et à l'arrache. Et iOS, c'est 19%, et bon, Android, c'est 77%, hein, c'est Google, mais ça donne un peu une idée. C'est-à-dire que là, en fait, je pense qu'ils ont réussi à bien couvrir leur marché domestique. On voit les téléphones, ce que tu disais, sont des super produits. Hein. Maintenant, il manque plus que mettre l'OS à l'intérieur. Qui va bien. Et avec des velléités aussi dans l'IA, avec des GPU, puisque Nvidia, c'est le patron d'Nvidia qui disait que Huawei était pour lui un rival formidable pour les années qui viennent. Donc là aussi, c'est assez incroyable. Le talent de devoir tout faire soi-même et donc d'accélérer. Ouais. Mais ils vont avoir quand même un problème là-dessus. C'est que là, les outils de fabrication vont être importants. Attention, hein, ils plafonnent à 7 nanomètres. Nvidia, quand ils fabriquent des puces, elles sont en 3 nanomètres. Ils vont arriver rapidement à 1 nanomètre, à 1,5 nanomètres. Je pense que oui, effectivement, c'est un rival parce que sur la conception de puces, on peut faire ça, mais sans la science et les outils de fabrication, ça va être très compliqué. Il va y avoir une limite, Nvidia est là parce qu'en fait, ils ont aussi des puces qui sont fabriquées chez les meilleurs, quoi. C'est vrai. Il nous reste 2-3 minutes pour parler de Beats. Bah oui, je sais, il va falloir expédier. Non, mais parce que c'est quand même une des tendances d'achat du moment. Là, les gens, ils préparent les vacances. Ils vont acheter des enceintes portables pour embêter tout le monde sur les plages. Non, ne faites pas ça, surtout. Ne mettez pas la musique à fond sur les plages avec votre enceinte portable. Embêter les gens chez vous. Chez vous, voilà, dans votre jardin. Seulement chez vous. En pique-nique, si vous voulez. Piscine, voilà. C'est ça, votre piscine. Voilà. Évidemment, vous pouvez y aller. Maintenant, les enceintes commencent à être vraiment IP67. C'est celle-là qui est la Everboom d'Ultimate Ears. Vous pouvez même la mettre à flotter. T'as Ultimate Ears, Sonos. Bon, okay. Les deux derniers. Non, ça, je voulais montrer la Sonos. Il y a une deuxième version qui vient d'arriver. Ça, c'est encore la première version. La deuxième, le logo a disparu dans le design. C'est pour ça. Comme ça que vous le saurez. Les deux qui viennent d'arriver. La Beats. Depuis près de 10 ans, Beats ne faisait plus d'enceinte. Alors que ce modèle en pilule, c'était quand même un truc hyper iconique, pop culture à fond. Ils ont décidé de revenir sur ce marché. Alors, ils ont été rachetés par Apple en 2015, qui à l'époque voulait sortir son HomePod. Voilà, hein, on s'est dit ça. Là, ils reviennent avec un modèle qui est quasi similaire, mais ils ont revu l'architecture. En effet, moi j'avais eu la première pilule, ouais, c'est vraiment une pilule. Le son, ça va, il envoie. Ils ont mis l'architecture, enfin, je vous passe les détails, vous irez voir sur le site chez moi ou chez Clubic ce qu'il en est de l'architecture, pourquoi c'est mieux. Compatible lossless, mais connecté en USB-C à un appareil compatible. Là-dessus, 24 heures d'autonomie. IP67, 3 couleurs, là c'est le champagne, je crois que c'est la même que celle qu'avait LeBron James. C'est pas la meilleure couleur. Hein. Alors moi j'étais plus rouge ou noir, mais écoute, il paraît que c'est tendance. Et qualité sonore, alors tu disais, parce que Beats, alors historiquement, la réputation que ça avait, les gens qui avaient des casques Beats, c'était hyper stylé d'avoir le casque, mais c'était vraiment pas incroyable en termes de son. Moi je trouve qu'il y a trop de basses chez Beats, là ça va. Honnêtement, sur l'enceinte, ça passe. Mais après, c'est une enceinte qui est faite pour l'extérieur. Donc, de fait, vous avez tendance à avoir un son qui a besoin d'être un peu plus, d'envoyer un peu plus quand vous avez du monde qui parle, des choses comme ça. Je viens de la recevoir il n'y a pas longtemps. Elle ne sort qu'au mois d'août à 170 €. Elle est compatible iOS et Android de manière vraiment égale. Okay. Ça fonctionne avec le localisé Find My des deux. Vous pouvez le retrouver. Et c'est appairage hyper rapide. Vous approchez votre smartphone, il le détecte. Et la connexion, elle roule. Donc elle sort évidemment, sous iOS, ça fonctionne de manière beaucoup plus fluide et naturelle, puisque c'est la même maison. Donc les juilletistes partiront avec la Sonos et les Aoussiens. Ou avec celle-là. Voilà. Celle-là, la Everboom, c'est Ultimate Ears. Très rapidement. Voilà, celle-là, son à 360, mode outdoor. Moi, j'aime bien celle-là. J'aime bien le design déjà. Très résistante. Et pour ceux qui aiment bien aussi, sachez que vous pouvez remplacer la batterie et elle est faite en plastique recyclé. Alors ça se paye, hein, c'est 270 balles quand même. Hein. Quand même. Devant, ça ressemble à un thermos quand même. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Très vacances. Mais voilà. Ça fait pas piquer comme ça, les gens croient que c'est une gourde. C'est pour ça, j'aimais bien, c'est les deux qui sortent. Celle-là arrive début juillet, celle-là début août. La Sonos, c'est déjà début août, c'est un peu tard quand même. Hein. Pour les vacances, je trouve aussi. Le timing est quand même un peu... Ce sera pour écouter la conférence Google. Comme ça, vous la branchez à votre ordinateur. Non, mais il y a une IA qui va tout bloquer. Alors oui, blague à part. Parenthèse, IA pour les appels, ça amplifie votre voix quand vous êtes dans un environnement et que vous prenez les appels en main libre. Ils sont forts, ils mettent de l'IA même dans les enceintes. Et voilà, c'était pour clôturer du début à la fin de cette émission. C'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélinda d'Avansoulas, journaliste tech chez Tech & Co. Et merci Nicolas Guyot. Merci Anthony. Clubic. Et on se retrouve très vite. Restez avec nous. Deuxième partie, on se retrouve pour Nostalgeek juste après l'histoire des écrans plats avec l'ami Christophe Joly. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.